Et salut à tous, c'est Rototo. On se retrouve comme convenu pour le 10e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui je suis un petit peu excité car on va aborder des avions d'une nation que j'apprécie tout particulièrement, à savoir l'aviation japonaise, sur lesquelles il y a pas mal de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer sur l'évolution de l'aéronautique japonaise entre le début de l'ère industrielle japonais au 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est une aviation qui est très connue par rapport à des avions tels que le Zero, qui est aussi connu que le Spitfire ou le Stuka par exemple. Hein, vraiment, s'il y a bien un avion connu et légendaire au possible, c'est bien le fameux Zero japonais. Mais il y a énormément d'autres choses à expliquer sur l'évolution et de la pensée militaire et de l'évolution technique des appareils japonais. Donc on va faire une vidéo qui risque d'être un peu plus longue que d'habitude parce qu'on va déjà faire une présentation rapide des avions première génération japonais. Et ensuite on abordera plus particulièrement le premier d'entre eux, à savoir celui que vous avez sous les yeux aujourd'hui. J'ai nommé le Kawasaki Ki-10. Voilà. Alors avant d'aller plus loin sur cet avion, petite présentation rapide des avions de première génération japonais. Alors on voit hein, qu'il y a pas mal d'avions en fait de différents types. On trouve notamment un bateau volant littéralement. Regardez le H6K. 4. Alors, on aura l'occasion d'en parler quand on discutera, quand on présentera un peu les bombardiers. J'avais dit dans une vidéo précédente que j'en parlerai de façon très ponctuelle parce que les bombardiers c'est pas forcément très agréable en termes visuels hein, sur une vidéo, mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon d'une manière ou d'une autre. On trouve également des biplans hydravions, des chasseurs lourds, des chasseurs légers biplans, des chasseurs légers biplans, on l'a déjà dit, des chasseurs légers tout court, enfin voilà. Il y a vraiment bombardier en piqué, bombardier naval, vous voyez, il y a pas mal de choses dans les premières générations de l'aviation japonaise. Donc on va commencer par le plus ancien d'entre eux, à savoir le K10, Kawasaki Ki-10. On abordera ensuite son successeur qui est le Ki-27 au-dessus, donc un Kawasaki également. Nous parlerons aussi par la suite, dans un autre épisode, du biplan F1M2. Alors, les Japonais sont des spécialistes des hydravions avec les Italiens, en tout cas au début de la guerre. Hein, ils ont été énormément utilisés, et ce qui est un peu logique puisqu'il s'agit, comme tout le monde le sait, d'une île, et que les Japonais ont particulièrement soigné l'aspect naval et aérien de leur armée. Et puis, on passera ensuite au A5M4, qui est donc un chasseur aéronaval léger, pour terminer très certainement sur le D3A1, donc un bombardier en piqué, bombardier naval. Voilà. Donc commençons tout de suite, on est déjà à 2 minutes 50 de vidéo, commençons tout de suite sur notre fameux Kawasaki Ki-10. Alors, il est surnommé le Perry par les Alliés. C'est un avion qui a été conçu dans le milieu des années 30, mis en service en 1935, principalement pour préparer l'invasion de la Chine à cette époque. Alors, on parlera des raisons de ce conflit hein, de façon un petit peu succincte pour que vous compreniez un peu dans quel contexte il évoluait. Il remplaçait en fait le Kawasaki KD-A5, donc son prédécesseur, qui était déjà un avion, on va dire, de génération intermédiaire, qui était encore vraiment dans la technologie du biplan, et qui lui ressemblait au niveau visuel, hein, mais par contre sur un plan technologique, que le Ki-10 est nettement plus évolué. On aura l'occasion dans quelques instants de parler de ses performances. Avant qu'on avance sur le Ki-10, un petit mot rapide sur la firme Kawasaki, qui est probablement le principal constructeur d'avions japonais, en tout cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Kawasaki, c'est vraiment l'entreprise japonaise type qui a marqué le tournant de la civilisation nippone à la fin du 19e siècle. C'est une entreprise qui a été fondée par Shozo Kawasaki en 1878, donc en plein air Meiji. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à faire de petites recherches sur Internet, vous trouverez très vite de quoi il retourne. L'ère Meiji, en fait, c'est du nom de l'empereur japonais de cette époque qui a voulu véritablement ouvrir son pays à la modernisation et qui a lancé vraiment un tournant entre l'isolationnisme qui était la règle au Japon depuis en grosso modo le 15e siècle environ, hein, 15e, 16e siècle, et qui va s'ouvrir, un peu forcé il faut le reconnaître par les Américains, qui va s'ouvrir au commerce extérieur et qui décide, sans doute sous la pression de la colonisation occidentale en Asie et notamment en Chine, de se moderniser complètement. Il va y avoir vraiment, en l'espace d'à peine un siècle, même pas un siècle, hein, 50 ans, un bond en avant gigantesque au niveau technologique et industriel du Japon,
Il y aura d'ailleurs un premier test, entre guillemets, qui est la guerre russo-japonaise en 1905, au cours de laquelle le monde entier est absolument éberlué de voir un pays non occidental prendre l'ascendant militaire sur une grande puissance européenne, qui était la Russie en l'occurrence. On ne va pas entrer dans les détails parce que là ce serait un peu long à expliquer. Et donc on continue, on évolue, et le Japon donc arrive dans les milieux des années 30 comme une grande puissance industrielle reconnue de tous, avec donc des alliances notamment qui commencent à se créer avec des puissances européennes comme l'Allemagne. Bon, je dirais l'aspect sombre de cette période, c'est que les Japonais, du fait de cette évolution industrielle très rapide, vont avoir d'énormes besoins en ressources stratégiques, en matières premières, et notamment en pétrole, en caoutchouc, en métal, hein, en acier, en fer. Et le Japon est connu pour être un pays extrêmement pauvre en matière de ressources naturelles, ce qui va donc mettre l'économie japonaise dans une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile, et qui va l'amener vers un expansionnisme territorial, donc déjà avec l'annexion dans un premier temps de la Corée, et puis au-delà, suite à cette annexion, donc comme les Japonais s'aperçoivent effectivement que cette annexion, cette conquête territoriale va répondre à leurs besoins en termes économiques, eh bien il va y avoir une véritable idéologie militariste expansionniste qui va se créer, et à partir de là, le Japon se dit, eh bien, notre destin est dans notre évolution militaire et dans notre expansion, et donc une sorte de mythe hein, qui va se mettre en place, avec notamment par la suite dans les années 30 l'invasion de la Chine, évidemment sous un prétexte fallacieux. En réalité il s'agit bien sûr là encore d'une volonté expansionniste économique, mais pas seulement. Il y a aussi une idéologie qui se crée, qui est dénommée à cette époque le Seizen qui veut dire littéralement guerre sainte, et dont l'idée est de promouvoir la culture supérieure, la civilisation supérieure nippone aux quatre coins de la planète, enfin, la conquête du monde, quoi. Voilà. Alors on va avancer un peu hein, en dehors du contexte historique qu'on vient de voir ensemble. On va avancer un peu sur l'avion lui-même quand même. On est déjà même maintenant à 7 minutes. J'avais prévenu que la vidéo serait un peu longue, mais enfin, il faut quand même qu'on avance. Donc c'est un chasseur biplan, effectivement, on l'a dit, qui conserve encore la technologie des avions de la Première Guerre mondiale, mais qui déjà commence à évoluer en termes de modernité. Il y a une chose qu'on remarque tout de suite, c'est son hélice tripale, ici, qui est donc une hélice métallique, qui est propre aux avions modernes de la fin des années 30, début, de toute la période des années 40 également. Hein. Donc on abandonne l'hélice bipale en bois, caractéristique des biplans de la Première Guerre mondiale, pour passer sur une hélice beaucoup plus moderne. Ce qu'on remarque également tout de suite, c'est son énorme bloc moteur. En fait, il y a un très gros radiateur installé sous le moteur qui donne cet aspect si massif. Hein. C'est un avion qui est totalement métallique. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut remarquer qu'on est encore à une époque où même en Occident, on utilise encore des principes de structure en tubulaire métallique recouvert de toile pour des questions de légèreté, pour des questions également de coût et de délai de fabrication. Là, on est vraiment dans un avion résolument tout métal, en partie avec un alliage contreplaqué métal, mais néanmoins quand même métallique, donc c'est important pour cette période, hein, c'est résolument moderne. Petit détail intéressant, on s'aperçoit qu'il n'a pas de roulette de queue, il repose sur un patin. Donc ça c'est un petit peu un choix, un peu. Je suis pas certain que ce soit franchement très pratique lorsqu'il s'agit de décoller ou d'atterrir sur des pistes, on va dire un peu impraticables. Enfin ça je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant à souligner. Voilà. C'est un avion qui repose également sur un cahier des charges très strict, hein, imposé par l'armée japonaise, et qui lui impose donc une bonne vitesse et un bon taux d'ascension. Et c'est effectivement le cas, puisque on atteint allègrement les 400 km/h. Et il a une très grosse autonomie, puisqu'il dépasse les 1000 km de rayon d'action, ce qui est quand même pas mal du tout pour la période. Voilà. On va avancer, on va lancer la bataille. On est déjà à 8 minutes, donc on va le voir un peu évoluer en vol. Maintenant, on va essayer de comparer un petit peu ce que dit la fiche technique à son homologue virtuel du jeu. Petite précision au niveau de l'armement, ma foi, pas grand chose à dire. Hein. Il dispose de 2 mitrailleuses 7.7, ce qui est un petit peu le standard de l'époque pour des avions de ce type. On l'avait déjà vu notamment avec le Perry britannique. Il est un peu en deçà quand même, un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un avion de ce type en 1935, puisque on l'avait vu sur les avions britanniques, le Gladiator par exemple dispose de 4 mitrailleuses
7.7, là on n'en a que 2, et les avions italiens de l'époque disposent de 2 mitrailleuses 12-7, et là on est en calibre 7.7, donc c'est un avion qui est très très légèrement armé, et qui à mon avis aura du mal à répondre aux besoins du jeu, en tout cas, même si dans la réalité il a fait plutôt bonne figure. Alors son premier engagement au feu, donc dans les combats en Chine, date de 1937. À cette époque, évidemment, il remporte tout de suite de très belles victoires, et les pilotes japonais ont une très très bonne impression. C'est un avion qui est considéré par les équipages comme maniable, performant, bonne vitesse, rapide, donc beaucoup très apprécié, en fait, très apprécié par ses pilotes. Il est amené dans le cadre de la guerre sino-japonaise à affronter des appareils qui bien évidemment ne sont pas de fabrication chinoise. La Chine à l'époque ne dispose pas d'une industrie lui permettant de développer ses propres avions. Donc l'armée de l'air chinoise est principalement équipée d'appareils de fabrication américaine. Comme par exemple les Curtiss Hawk qu'on rencontre souvent dans les jeux de premier niveau de War Thunder, et également les Boeing P-26 Shooter, très répandus également. On abordera ces avions bien sûr quand on approchera les avions américains de première génération. Voilà. Alors déjà, première chose là, en prise en main, excellente sensation. L'avion répond très bien, il vire très bien. Alors il faut savoir que c'est très caractéristique des avions japonais. Hein. Il faut savoir que les avions japonais sont réputés dans le jeu pour être des avions extrêmement maniables. On va faire tout de suite une approche sur un SBD3. Non, j'en ai un autre en plus proche là. Un HE50. Oh là, je me fais canarder. Je ne sais pas si c'est le pilote, si c'est le mitrailleur ou si j'en ai un dans mes 6 heures. Hop. Alors, notre HE51. Donc vous voyez la faiblesse des mitrailleuses, hein, tout de suite. Hein. On remarque bien, voilà, j'ai vidé mon chargeur. J'ai quand même été assez touché. J'ai une fuite de carburant, mais ça devrait bien se passer, hein, 27 minutes, c'est bon, pas la peine de revenir pour réparer. Mais vous voyez la faiblesse de mon chargeur, je vide le chargeur et je ne lui ai fait pratiquement aucun dégât. Je pense qu'on va se contenter d'un assist, hein, puisque j'ai un autre avion, un P-26 d'ailleurs, je pense, hein, allié, qui vient m'aider. Mais bon, vous voyez, j'ai beau tirer comme un sourd, ça lui fait pas grand chose. Je lui donne des coups quand même, hein, mais ce sont mes alliés qui sont obligés de m'aider. Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir la victoire. Ah si, avion détruit. Oh bah, je suis content. Je suis content parce que c'est pas si évident que ça avec ce type d'appareil. Mais enfin, vous voyez que, bon, grosso modo, c'est pas un avion très puissant. Il vole très bien, il vole lentement, relativement lentement. Ça a un avantage, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le fait d'avoir un avion relativement lent, et on a un Dauntless là, on va essayer d'attaquer. C'est un avion, le Dauntless est un chasseur bombardier en piqué connu de l'aéronavale américaine. Faut se méfier du mitrailleur arrière, mais on va devoir pouvoir l'engager. Par contre, il est déjà d'une génération un peu au-dessus de la mienne, donc je pense que je vais avoir du mal, parce qu'il est quand même assez blindé. Mais avec l'aide de mes amis, il a déjà, voilà, assistance à destruction, parfait. Ah bah oui, en plus il y a une collision. On parlait de la collision pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente où justement je râlais comme un âne batté sur ce type de choses. Je déteste ça, donc je vous en supplie, j'en avais touché un mot la dernière fois, par pitié, faites attention, ça n'a aucun intérêt, faites pas d'anti-jeu. Voilà, hop, encore une assistance. Faites pas d'anti-jeu, essayez vraiment de faire attention à vos coéquipiers. Bon, bien sûr, c'est normal de vouloir avoir des kills et de monter au classement, mais par pitié, quoi, ne faites pas d'anti-jeu, ne rentrez pas exprès, ou faites au moins attention à vos coéquipiers lorsque vous prenez en charge une cible, le but étant évidemment de gagner, mais bon, de respecter un minimum de règles, et puis surtout de se positionner un peu comme dans la réalité. Je pense pas que dans la réalité, un pilote se dira bah, je m'en fous, je vais mourir en me fracassant contre mon ailier parce que je veux pas lui laisser prendre une victoire. Voilà. Bon, bah, ça c'est un détail. Donc, on en revient à notre avion. Donc là, je dis bonne sensation au niveau du vol qui correspond bien à l'appréciation qu'ont eu les aviateurs japonais. Savoir que bon, les avions japonais de tout temps sont connus pour leur manœuvrabilité. C'est ce qui caractérisera d'ailleurs notamment le Zéro, la manœuvrabilité exceptionnelle de cet avion et son énorme rayon d'action, son énorme autonomie. C'est vraiment typique de l'aviation japonaise et c'est ce qui va d'ailleurs lui assurer d'excellents succès au début de la guerre. Malheureusement, l'industrie japonaise ne sera pas en mesure de pouvoir faire évoluer rapidement son aviation, et quand l'aviation américaine principalement de son côté va réagir après Pearl Harbor,
les héros japonais vont vite se faire surclasser. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler quand on abordera la guerre du Pacifique et les avions de deuxième, troisième génération et plus. Voilà. Là, on prend en charge un F2A1 Buffalo. Voyons voir ce qu'on peut faire. Hop, une petite tournée. Alors, il manœuvre très bien. Vous voyez, hop là, attention à la collision avec l'hydravion A6M2 là. On est plusieurs sur le coup, il tourne très très bien. Ah, un Spitfire, donc ça je vais les laisser à mes amis parce que je préfère me consacrer au Buffalo qui à mon avis est plus dans mes cordes. Je vais pas me lancer contre une attaque contre un Spitfire qui est quand même un peu, qui me surclasse légèrement. Alors oui, donc on continue aussi toujours pendant que je combats. Ah là là, ah là 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 là, il y a du monde. Il y a du monde. Je pense que c'est le Spitfire qui est certainement en train d'aider son ami. Et voilà, et encore, la collision. C'est ce que je disais il y a 2 minutes, vous voyez. Mais ça a le don de me rendre fou. Bon, encore une fois, je sais que ce sont des joueurs débutants. Je peux comprendre qu'ils aient encore un peu de mal. Mais c'est tellement stressant, tellement agaçant, tellement frustrant. Mais faites attention, mais regardez où vous allez, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous voyez, là, c'est con, c'est complètement con. Pardon, je suis un peu impoli là pour le coup, mais alors ça m'énerve. On fait un bon truc, on est en train d'avancer, on aurait pu, je sais pas, je vais même pas regarder mon classement, mais on aurait pu avancer encore un petit peu, là, probablement obtenir 2-3 victoires supplémentaires. Eh bien non, voilà, par bêtise, par stupidité. Bon, je sais qu'il y a aussi des jeunes qui jouent à ça, il y a aussi peut-être des enfants, donc évidemment, on va pas non plus... mais c'est vraiment très très agaçant, et je vous assure que ça, on le retrouve un peu moins dans les avions de génération niveau 3 ou 4, puisque là on a des aviateurs, enfin des pilotes, des joueurs pilotes beaucoup plus expérimentés. On est plus frustré par rapport au fait qu'ils nous surclassent techniquement, qui sont de meilleurs pilotes que nous, mais en tout cas, il n'y a pas cette espèce de bêtise de se rentrer dedans là, ou alors quand ils le font exprès. Enfin bref. Bien, bon bah tant pis, on va s'arrêter là au niveau de la vidéo de combat. On va juste terminer rapidement le contexte historique de notre Kawasaki Ki-10. Donc ce que je disais, c'est qu'il avait effectivement affronté les avions américains P-26 et Curtiss Hawk de l'aviation chinoise nationaliste lors de la guerre sino-japonaise. Et puis il va être également amené à affronter les aviateurs soviétiques lors d'un incident de frontière en Mongolie connu sous le nom d'incident de Khalkhin-Gol. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, assez peu connue quand même du grand public, donc si certains d'entre vous veulent se renseigner, c'est très important parce que ça a eu un grand impact sur la suite du conflit, en ce sens où les Japonais se sont retrouvés face aux Soviétiques et ont compris que finalement, dans leur volonté d'expansion, s'orienter vers l'ouest en direction de leur allié allemand et affronter l'Union soviétique était peut-être pas ce qui serait plus facile pour eux. Et ils ont préféré donc opter pour l'autre solution qui était l'expansion vers le sud, où là ils ont affronté les Anglo-Américains en s'appuyant sur leur puissance navale et aérienne. Mais en tout cas, donc en 1939, un incident a opposé l'armée japonaise à l'armée soviétique sur la frontière de la Chine et de la Mongolie. Et au cours de cet affrontement, les Ki-10 Kawasaki japonais ont eu l'occasion de se mesurer au redoutable biplan soviétique Polikarpov I-15. Et malgré le fait qu'ils étaient déjà un peu surclassés, le Polikarpov I-15 étant bien sûr un biplan, mais tout de même un peu plus élaboré, on aura l'occasion d'en reparler quand on abordera les avions russes, et bien malgré tout, le Kawasaki Ki-10 a fait plutôt bonne figure et n'a pas du tout été ridicule. Donc c'est vraiment le début de l'aviation japonaise et de ses performances telles que nous la connaissons aujourd'hui avec le recul historique. Voilà. Dernier mot pour finir sur notre Ki-10. Donc il est retiré du service actif, si on peut dire, à partir de 1938. Il est progressivement remplacé par le Ki-27 au-dessus, dont nous aurons l'occasion de parler par la suite dans les épisodes suivants. Et il va finalement progressivement devenir un avion école tranquillement et servir donc à l'entraînement des pilotes de l'aviation japonaise et de l'aéronavale japonaise. Voilà. Hop, bon, on termine là au niveau de notre Ki-10. Voilà. Bien. Et ben écoutez, je suis encore désolé pour cette vidéo que j'aurais aimé être un peu plus longue en termes de combat aérien. On a un peu la même. Moi, ça m'a fait la même impression que sur le Hurricane. À la limite, me faire descendre dans les règles de l'art par un pilote meilleur ou parce que j'ai fait une erreur. Bon, c'est agaçant, c'est frustrant, mais c'est normal, c'est le jeu et ça fait partie du jeu. On gagne pas toujours et il faut savoir l'accepter. Mais alors.
voilà, se faire planter comme ça, bêtement, par un type qui vous rentre dedans en faisant n'importe quoi, alors que finalement ça se passait plutôt pas mal, bon, bah c'est vraiment très frustrant, c'est très agaçant, et je le redis, par pitié pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, je vous en prie, essayez de faire un effort, faites attention. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, à un moment donné, on était à deux sur une cible, j'ai vu un hydravion de mes alliés qui passait à côté de moi, je fais très attention, je me positionne en dessous, voire je fais un virage pour l'éviter. Je rentre pas comme un bourrin pour essayer de jouer aux auto-tamponneuses. Enfin, c'est vraiment très frustrant pour tout le monde et ça n'a aucun sens. Voilà. Bien, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Je continuerai le plus longtemps possible, on verra selon ce que vous en pensez. Nous aborderons dans un prochain épisode donc un autre avion à peu près de cette époque. Je vais pas tout de suite parler du KI-27 au-dessus qui est pourtant son successeur. Je vais continuer dans la chronologie et nous aurons l'occasion donc de parler du F1 M2, donc un hydravion biplan japonais qui est, comment dire, a priori entre le chasseur et le chasseur bombardier, puisqu'il est biplan mais également biplace. On remarque tout de suite donc le mitrailleur à l'arrière. Enfin, on va pas en parler tout de suite, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Je vais donc m'arrêter là et nous aurons l'occasion de parler de ce vénérable hydravion dans notre prochain épisode, qui sera donc l'épisode 11 si je ne me trompe pas. Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre si tel est le cas. J'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis en attendant, à ciao.